À la une de ce 7h à Fatick, le corps de Lamine Koïta sera remis à la famille ce mercredi. L'autopsie a déjà été effectuée, mais pour l'heure, aucune information sur les causes exactes du décès du conducteur de moto Jakarta. La commune de Ouakam prête à se constituer partie civile dans l'affaire du maître coranique présumé pédophile. Le maire Samba Bathily promet également tout soutien aux parents des victimes. Concernant cette affaire et les cas d'abus sexuels à l'AS Dakar Sacré-Cœur, l'ONG Jamra demande au patron de la sûreté urbaine de ne céder à aucune pression. Les deux présumés violeurs ne doivent pas échapper à la justice. À la une également, le G7 et le G20 déroulent de nouveaux plans d'action aujourd'hui. Des grèves et des débrayages sont prévus. Ces regroupements de syndicats d'enseignants continuent d'exiger le respect des accords signés avec le gouvernement. Lamine Koïta sera inhumé aujourd'hui selon sa famille. Le corps du jeune conducteur de moto Jakarta a été déposé à la morgue de l'hôpital de Fatick après l'autopsie effectuée à Dakar. Et on n'en sait pas encore davantage sur les circonstances de la mort du jeune homme. Ses camarades ont encore manifesté hier dans l'après-midi réclamant justice pour Lamine Koïta qui aurait été tué par la police. Aminata Goudiaby à Fatick. C'est aux environs de 20h30 que le corps du jeune Lamine Koïta est revenu à Fatick. Il a été déposé à la morgue de l'hôpital régional. Mais pour l'instant, rien n'a filtré des résultats de l'autopsie effectuée sur le corps cet après-midi à l'hôpital Le Dantec de Dakar. Plusieurs sources contactées ont refusé de s'y prononcer. Il est également impossible de soutirer un mot à la famille sur ce dossier de l'autopsie. La famille prévoit tout de même de procéder à l'inhumation ce mercredi dans l'après-midi. Il faut noter qu'en début de soirée, des échauffourées se sont produites dans quelques quartiers de la commune, Logandem et Darussalam. Les jeunes qui continuent à accuser la police du meurtre de Lamine Koïta ont encore brûlé des pneus sur les rues, mais les forces de l'ordre sont très vite intervenues pour les disperser. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. La réaction du maire de Ouakam suite à cette affaire d'abus sexuels qui secoue sa commune. Celle-ci pourrait se constituer partie civile selon Samba Bathily Diallo. Le maire dit attendre de se concerter avec le conseiller juridique de la municipalité pour tout formaliser. Il promet par ailleurs son soutien aux parents des présumées victimes. Samba Bathily Diallo est joint par Pape Besdiba. Ça a été une mauvaise publicité pour la commune paisible que nous avons, la commune de Ouakam. Ça a été une chose vraiment très odieuse. Ça a fait mal à toute la population ouakamoise. Un peu, je dirais malheureusement, notre avocat est en mission. Il n'est pas présentement au Sénégal. Je voulais demander à notre avocat conseil, est-ce que la commune peut se porter partie civile? Si c'est le cas, la commune va se porter partie civile, parce que l'image de notre commune a été ternie par une. Nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour accompagner les familles qui ont été victimes de ce maître coranique. Financièrement et au niveau de la justice, la commune prendra en charge, en tout cas, tout ce qui se doit pour que justice puisse se faire. Et selon le quotidien Libération, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour viol sur mineurs âgés de moins de 13 ans, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature et charlatanisme contre le maître coranique Mohamed Habibou Gueye. Ce dernier fera face au doyen des juges aujourd'hui, toujours d'après le journal Libération. L'ONG Jamra a vivement condamné ces cas d'abus sexuels sur mineurs à Ouakam ainsi qu'à l'AS Dakar Sacré-Cœur. Mame Mactar Gueye, le vice-président, invite par ailleurs le commissaire Sankaré, patron de la sûreté urbaine, à ne céder à aucune pression, quelle qu'elle soit. Nous l'écoutons au téléphone avec Papa Ballegueye. C'est l'occasion d'exhorter l'ensemble des structures qui hébergent des enfants. Je veux parler des clubs de sport. Je veux parler des écoles coraniques. Nous voulons parler également des internats, de s'inspirer de cet exemple de vigilance et de rigueur de l'AS Sacré-Cœur pour écouter les enfants, leur prêter une oreille attentive. Parce que très souvent, c'est des enfants qui souffrent en silence, sous la menace de ces prédateurs sexuels qui, le plus souvent, après avoir accompli leur forfait, brandissent des menaces de différentes natures. C'est le cas à Ouakam. Il leur a fait subir des bains mystiques pour leur dire que si jamais ils le dénoncent, ils subiront les foudres de son talisman. Alors donc, il y a beaucoup de gosses qui souffrent comme ça. Et le cas de Ouakam a montré qu'il a fallu pratiquement une vingtaine d'années avant qu'une petite poignée de victimes acceptent de prendre son courage à deux mains et de saisir la justice. Alors, ils ont tous les deux été déférés, aussi bien que le maître coranique présumé pédophile que le Toubab qui offrait ses services de coach
à l'AS Sacré-Cœur. Et notre souhait est que le commissaire Bara Sankhale, patron de la sécurité urbaine, reste sourd à toute forme de pression, parce qu'il faut que l'impunité cesse, parce qu'il est essentiellement question de protéger nos enfants. Mamaktar Gueye, vice-président de l'ONG Jamra, cette affaire qui a fait trembler plus d'un à la chambre criminelle de Dakar. À la barre, une femme qui aurait torturé ses 2 belles-filles, âgées de 3 et 5 ans à l'époque des faits, jusqu'à ce qu'elle en perde la vue. Le parquet a requis 20 ans d'emprisonnement ferme contre la dame. Fama John a assisté à l'audience. L'histoire est comparable à celle jouée dans la célèbre œuvre de la troupe d'Aré Kotche intitulée Kumba Amday, Kumba Amulday. Devant la barre de la chambre criminelle, les 2 petites dont nous tairons le nom, âgées respectivement de 8 et 10 ans, avancent lentement. Rien ne laisse présager qu'elles ont vécu le pire. Elles ont perdu la vue suite à des sévices corporels que leur aurait infligé leur tante. Devant le tribunal, Seynabou Ndiaye, présumée coupable, a nié les faits qui lui sont reprochés. Mais les filles sont constantes. Leur tante les a maltraitées durant le premier semestre de l'année 2015. Avec une voix à peine audible, elles ont expliqué l'atrocité avec laquelle Seynabou Ndiaye les a traitées. Elle les a mordues, cogné la tête contre le mur jusqu'à ce que l'une d'elles pique des crises épileptiques. Les enfants n'ont dû leur salut grâce à la dénonciation du voisinage. Aujourd'hui, Seynabou Ndiaye est poursuivi pour coups et blessures suivis de cécité commis sur un enfant de moins de 15 ans. Le procureur a requis dans sa plaidoirie une peine d'emprisonnement de 20 ans ferme, délibérée ce 27 février. Fama John, il est 7h07. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. De nouvelles perturbations dans le secteur de l'éducation. Le G7 et le G20 comptent dérouler de nouveaux plans d'action à partir d'aujourd'hui. Ils vont observer des débrayages et grèves pour exiger du gouvernement le respect des accords signés. El Hadj Ndiogou Diène. Les 12 mineurs envoyés à la maison d'arrêt. C'est le G20 que ouvre le bal dès aujourd'hui, mercredi, avec un débrayage qui sera suivi d'une grève de 48 heures à partir de demain. Un mouvement qui ponctue le 4e plan d'action du G20. L'autre cadre des syndicats d'enseignants, le G7, lui, en est à son 3e plan d'action. Les syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'enseignement vont observer un débrayage demain, suivi d'une présence passive et du port de brassard rouge après-demain vendredi. Ce n'est pas tout. Le G7 va enchaîner la semaine prochaine avec un débrayage mardi prochain 18 février suivi d'assemblée générale départementale. Ces 7 syndicats les plus représentatifs vont observer aussi une grève totale le jeudi 20 et le samedi 22 février. La grève du samedi sera accompagnée d'une marche nationale à Thiès. Les enseignants continuent de réclamer le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 30 avril 2018. Dans ce protocole d'accord, il y a entre autres points de revendication le régime indemnitaire, le paiement des rappels, mais également les lenteurs administratives, les prêts DMC ou encore la création d'un corps des administrateurs scolaires. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau est en visite officielle au Sénégal depuis hier et cela jusqu'au jeudi 13 février. Selon une note du Bureau d'information gouvernementale, cette visite vient renforcer la coopération bilatérale active qu'entretiennent déjà les 2 pays depuis des décennies. Les axes de coopération entre le Sénégal et le Canada avec Fatou Ndaoumbaye. L'éducation, la formation professionnelle et l'autonomisation des femmes et des jeunes restent toujours les domaines prioritaires de l'aide canadienne au développement. Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre les 2 pays s'établissaient à 60 millions de dollars canadiens en 2018, environ 27 milliards de nos francs. En 2020, les investissements prévoient de dépasser le milliard de dollars canadiens, environ 449 milliards de nos francs. L'aide au développement octroyée au Sénégal depuis 1962 a atteint entre 2017 et 2018 87 millions de dollars canadiens, environ 39 milliards de nos francs, faisant du Canada le 3e bailleur de fonds bilatéral pour le Sénégal. Dans le domaine militaire, la coopération canadienne, vieille de plus de 25 ans, a contribué de manière continue et significative à la préparation des officiers sénégalais aux missions de maintien de la paix. Par ailleurs, le Sénégal est membre de l'initiative ELSI, lancée par le Canada en vue de promouvoir
promouvoir la participation des femmes dans les opérations de paix. En matière de formation professionnelle, le Québec est en partenariat avec le Sénégal dans le cadre de la mise en place des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ICEP et un lot de 52 bourses d'exemption est mis à la disposition du Sénégal chaque année. Dans le domaine culturel, la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage, Confémen, et la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges, ont leur siège à Dakar. Le Sénégal et le Canada travaillent en étroite collaboration au sein des instances internationales telles que l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie afin de promouvoir la paix et la sécurité, la démocratie, les droits de l'homme ainsi que le développement durable. Cette visite vient consolider donc les relations de coopération multiforme entre le Sénégal et le Canada. D'ailleurs, l'année 2020 est déclarée année du Canada au Sénégal. Merci Fatou Ndaoumbaye. Et c'est cet élément qui met un terme à ce journal. Georges, à 7h11. Merci Sorna Natambaye. C'était le journal. Très bonne journée. Les sports, cher Tidiane Diagne, cher, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité des sports? Le football, Georges, avec le début ce mercredi des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue en attraction, le choc de Ligue 1 devant opposer le Snaps Excellence de Thiès à Dakar Sacré-Cœur. Dans ce journal aussi, nous avons parlé du scandale sexuel présumé à Dakar Sacré-Cœur. La fédération qui réagit par l'entremise de son président, Augustin Senghor, et qui condamne donc cet acte et attend d'avoir la réponse de la justice qui en charge ce dossier. Dans ce journal aussi, nous avons parlé de lutte avec cette histoire qui s'est passée à Dakar Arena, l'écurie Niak Djerignou, et qui a réagi après sa sanction. Le CNG a infligé aux lutteurs de cette écurie une suspension d'1 an. Merci, cher Tidiane Diagne. Très bonne journée. Bonjour, Mbaye Sidi Mbaye. Bonjour, Georges. On vous retrouve tout à l'heure pour la chronique du jour et ce sera après la chronique culture. L'invité de RFM matin, l'avocat et homme politique Maître El Hadj Diouf, président du Parti des travailleurs et du peuple, le PTP. L'heure du rendez-vous de la culture, la chronique culture, aujourd'hui à Anna Rocha. Bonjour à tous. La commune de Mbumba, au nord du Sénégal, s'apprête à accueillir la 5e édition du festival à Sahel ouvert. C'est prévu du 14 au 16 février, l'occasion de célébrer ses 10 ans de présence dans la localité. Xavier Simona, président de l'association Globe, à l'origine de l'initiative. Quand on a démarré, tout le monde nous disait vous n'y arriverez pas, déjà parce que vous êtes hors des grands centres urbains, la logistique, l'infrastructure, le suivi, la formation des personnels, il n'y a rien, donc vous n'allez pas réussir un événement d'une telle ampleur avec des vedettes, excusez-moi du peu, telles que Oumar Penn, Ismaël Lo, Youssou N'Dour, Sean Kuti, Bonga qui sont venus nous rendre visite. Finalement, 10 ans après, on se dit on a réussi à accueillir dans des bonnes conditions tous ces gens-là. Ce sont nos premiers ambassadeurs, les grands artistes. Eux-mêmes ont recommandé le festival à leurs autres collègues artistes, ce qui fait que maintenant on a moins d'efforts à faire pour convaincre. Le bilan est là. Cette année encore, de grands artistes sont attendus sur la scène de Mumba, Baba Mal, Titi, Ilham, Oasis Diop, entre autres. D'ailleurs, il va lui présenter en avant-première son dernier album, De la glace dans la gazelle, premier album en français pour l'auteur-compositeur sénégalais. On l'écoute. C'est un défi. Est-ce que je peux raconter l'histoire de l'Afrique? Parce qu'en réalité, dans cet album, il est question que de l'Afrique. Et je pense que c'est un peu mon album le plus africain. De la glace dans la gazelle, c'est comme ça que s'appelle l'album. Une métaphore un peu pour représenter nos relations entre l'Europe et l'Afrique. Exactement. C'est un peu l'articulation du dialogue nord-sud qui est maintenant indispensable. La gazelle a besoin d'espace pour courir parce qu'il fait chaud. Et la glace a besoin de fondre et de dévaler les montagnes. Et je pense que l'un dans l'autre, c'est ça le juste milieu. Le Faso, c'est une manifestation culturelle, certes, mais c'est aussi une aventure humaine. Après 10 ans de présence, quels impacts sur la commune de Mbumba? Nous avons posé la question au maire Sabel Ndiaye, qui est également présent à la conférence de presse qui s'est tenue hier à l'Institut français. D'abord, il y a un impact culturel parce que l'événement est un moment très fort de communion, de distraction
pour la jeunesse de Mbumba, parce que le spectacle est suivi par des jeunes venant de presque tous les environnements. Il y a aussi un autre volet que nous apprécions beaucoup à travers le festival, c'est que le festival s'accompagne toujours d'un volet santé. Nous pensons que ça, c'est des moments particulièrement importants. Cette année, nous voulons profiter de l'événement pour obtenir de la SAED qu'elle visite la zone de Loboudou. Les populations de Mbumba aspirent à la mise en valeur de cette zone. L'édition 2020 du festival sera par ailleurs une bonne vitrine pour la lutte contre la drépanocytose. Au moins 2000 personnes à dépister et à sensibiliser. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. Merci Anna Rocha. Rendez-vous est pris. La chronique culture revient demain. Il est 7h15. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, ce mercredi, comme tous les mercredis, Mbaye Sidi Mbaye. Oui, un vent de folie semble souffler sur le monde, pour reprendre la formule alarmante du secrétaire général des Nations Unies. J'ai choisi de parler du souffle parti du plus lointain horizon d'Est, qui insuffle l'effroi et la peur. Le monde fait face à un monstre de type nouveau, ni palpable ni mesurable, en termes de dimension à endiguer. Il avance, inexorable, invisible et silencieux, laissant un climat et un mystère de mort. Le coronavirus vient de Chine, et comme l'annonçait dans son livre à succès l'ancien ministre du général de Gaulle, Alain Perfit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Bien entendu, il ne s'agit pas pour moi de faire feu de tout bois, mais la Chine, après la publication de cet ouvrage, a bien fait trembler le monde dans tous les sens et dans tous les domaines. En vérité, la Chine n'est jamais sortie des premiers rangs de l'histoire. Elle a quelquefois choisi d'être ailleurs, tout en veillant à ne pas laisser une grande marge d'avance dans le monde et dans la marche du monde. S'il lui arrive de dormir, c'est toujours d'un œil, car le monde est trop vaste et trop convoité par la politique internationale pour rester sous la férule exclusive des grandes puissances classiques. Sous peu, j'en ai bien peur, et sous nos yeux, pourquoi pas une nouvelle redistribution des rôles géopolitiques par le Sahel, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, ces parties toujours ouvertes aux faits d'histoire. Merci Mbaye Sidi Mbaye pour cette chronique. À la semaine prochaine. À mercredi prochain. RFM, la presse du jour. La presse du jour, lecture et commentaires. Mohamed Talimouba, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous. Macky Sall, la colère contre la France, lettre de protestation envoyée au gouvernement de la France. Selon l'observateur qui signe l'article, le président Sall est excédé par les sorties jugées condescendantes de l'ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, sur la date de la commercialisation du TER et du directeur général de Sénac SA, Xavier Higuier, sur le contrat de concession de l'autoroute à péage. Sur le premier point, Maître Youm, le ministre des Infrastructures, s'insurge du chef de l'État contre le fait que le pays de Marianne ait préféré privilégier les intérêts des entreprises françaises qui, dans ce chantier, déplore-t-il, font peu cas du droit contractuel et des préoccupations des populations sénégalaises. Maître Youm cite à l'appui de la note la sortie de l'ambassadeur dans l'émission Grand Jury de la RFM, au cours de laquelle il s'est prononcé sur l'agenda du TER en affirmant que la mise en service commercial ne pourrait se faire en avril 2020, prenant le contre-pied net du gouvernement du Sénégal. Seul rappelle la missivabilité à communiquer sur le sujet, objet d'un marché entre l'État du Sénégal et les entreprises françaises. Rappel aux allures de mise en garde aussi contre Sénac SA, accusé par le président d'avoir fait, selon la note relativement à la concession de l'autoroute à péage, une déclaration téméraire et aberrante sur la demande légitime de l'État.
taxé d'arbitraire avant de se raviser. En guise de preuve ultime de la nécessité d'écrire, le gouvernement du Sénégal se réserve le droit d'appliquer des pénalités pour les retards induits, rappelle le journal, rappelant au passage la nécessité d'un commerce plus équitable, unique solution à ces mouvements citoyens de plus en plus nombreux qui posent la problématique de la refondation des termes de l'échange. J'ai cité bien sûr les termes de la missive confirmée par Maître Youm en personne, joint au téléphone par le journal. Pour lui, plus question de laisser les Français s'immiscer dans les affaires intérieures du Sénégal. Il était venu au Sénégal, recruté par Dakar Sacré-Cœur, afin de gérer la cellule performance du club. Olivier Brice-Sylvain, présumé pédophile, la face cachée de l'homme. L'observateur a mené pour ce lecteur une enquête sur son passé en France et les circonstances de sa venue au Sénégal. Le journal souligne que ce n'est pas la première fois que Dakar Sacré-Cœur est éclaboussé par ce type de scandale. En 2017, DC avait arrêté sa collaboration avec l'ancien latéral gauche de l'équipe nationale de football pour un cas quasi similaire. Le dispositif de recrutement avait été renforcé, mais pour rien apparemment, puisque Olivier Sylvain, le monstre, c'est le terme du confrère, a réussi à tromper la vigilance des dispositifs de contrôle. Les victimes du maître coranique de Ouakam parlent sur procès verbal. Libération avertit tout de suite que c'est l'horreur. Tous assurent que le marabout les frappait, les forçait à entretenir des rapports sexuels avec lui et entre aujourd'hui encore jusqu'à son arrestation. Il couche avec des enfants à qui il paie et des études confessent une victime. La semence recueillie était vendue à des féticheurs de la sous-région. Le journal Observateur qui a effectué un reportage dans le quartier où il officier relève que Mohamed Habib Gueye faisait montre d'une piété remarquable pour mettre en confiance les jeunes et leurs parents. Cette autre procès d'une femme monstre, le journal Les Échos nous explique comment Seynabou Ndiaye a rendu aveugle ses belles filles âgées de 5 et 3 ans. Le confrère souligne qu'elle battait les filles, cognait leur tête contre le mur, brûlait leur corps avec un encensoir. Pire, le maître, plutôt la marâtre, s'est même permis de leur asperger de la poudre de lessive dans les yeux. Et le parquet a requis 20 ans de prison, délibéré le 25 février 2020. Cher Oumar Anne, le scandale du coude, la contre-attaque. L'ex-DG du coude a servi une citation directe à Pape Alé Niang et Maudignan. Il demande le mandat d'arrêt, selon le journal Enquête, mandat d'arrêt et de dépôt, en plus d'une amende de 10 milliards de francs CFA et le retrait du livre des rayons. Dans le journal Les Échos, le dialogue politique, le cas Karim et Khalifa Sall arrêtés. Ousmane Gom, article 80, entre autres, dialogue de sourds entre opposition et majorité. Alors que l'opposition veut que la commission en parle, la majorité refuse de discuter des cas Khalifa Sall et Karim Wade déjà vidés par la justice. L'opposition veut la fin de l'arrêté Ousmane Gom et des lois qui enfreignent les libertés. Le pouvoir est pour le maintien. Le général Niang invite les partis à se départir des considérations partisanes pour faire une étude objective des questions posées. Sport. Moussa Sow parle de sa carrière dans le journal Record. Il dit « J'ai fait des choix financiers. » À 34 ans, Moussa Sow cherche un point de chute pour un ultime challenge. Relève le journal. Et puis dans Souloulambe, Mbaye Gueye tire la sonnette d'alarme. Il dit « J'ai peur pour la lutte. Les vrais amateurs ont peur de se déplacer. La violence est passée par là. Les sponsors Georges ont fui. L'argent ne coule plus à flot. »